la maison, je l'ai visitée, elle est sympa, elle a du potentiel. Si vous ne l'avez pas encore vue, si vous prenez cette vidéo comme ça, là maintenant vous tombez dessus par hasard, parce que le titre vous a intéressé, parce qu'on va parler de négociation, eh bien surtout allez voir les vidéos qui sont juste avant dans la playlist. Autant avoir l'épisode numéro 1, l'épisode numéro 2, vous allez voir à quoi ressemble cette maison pour pouvoir suivre. Et vous allez voir aussi pourquoi est-ce que je l'ai choisi. Donc, à combien est-ce que vous l'auriez proposé? J'ai répondu dans les commentaires aux différentes personnes, peut-être avec des estimations qui étaient un petit peu trop basses, des estimations qui étaient un petit peu trop hautes. Eh bien, vous allez voir moi ce que j'ai fait avec ça. Donc, quel prix proposé? 730 000 € avec travaux. Première chose importante, c'est de savoir qu'effectivement, sur 730 000 €, vous avez 30 000 € de frais d'agence et donc le net vendeur, clairement, est à 700 000 €. Donc, vous pouvez le décrypter au travers de l'annonce. Si vous ne pouvez pas le décrypter, vous allez faire une évaluation puisque vous allez pouvoir faire effectivement une évaluation. Donc, globalement, puisque a priori, les frais d'agence sont à peu près de 4%, on va dire, en tout cas sur ces montants-là. Donc, je sais que 7 x 4, 28. Donc, ça, c'est mes frais d'agence. Et 700 000, c'est mon net vendeur. Moi, dans ma philosophie, je ne paye pas de frais de notaire sur les frais d'agence. Donc, j'achète systématiquement et je demande à l'agence de me faire un mandat de recherche si nécessaire. Je signe systématiquement frais à la charge de l'acquéreur. Frais d'agence à la charge de l'acquéreur. Pourquoi? Parce que du coup, je ne paye les frais de notaire que sur 700 000 € et pas sur 730 000 €. Ça fait une petite économie. Et en plus, au niveau philosophique, je suis désolée, mais payer des impôts sur des impôts, ça ne me convient pas. Ou payer des impôts sur quelque chose qui n'est pas de l'immobilier, ça ne me convient pas. Donc, je sais que je suis sur 700 000 € plus les frais d'agence. Je sais aussi que j'ai des travaux. Donc, bien sûr, je rentre chez moi, j'ai vu l'état de la maison, je peux me dire, ok, je sais à peu près quels sont les travaux qu'il y a à faire. Donc, la première chose que j'ai faite en rentrant effectivement chez moi, c'est de calculer, estimer le montant de ces travaux. Donc, prendre les différents postes. Manifestement, il y a de la peinture. Manifestement, il faut changer les fenêtres. Je sais qu'il va y avoir une révision à faire des salles de bain, qu'il va y avoir les carreaux de salle de bain à changer, qu'il va y avoir une révision de l'électricité, qu'il y a des travaux à faire dans le jardin, parce qu'il va falloir que je fasse un parking à l'intérieur du jardin. Donc, je vois à peu près les postes que je vais avoir à faire. Et bien évidemment, ces postes-là, se sont affinés au fil du temps. Donc, j'ai commencé en tout cas par une estimation en me disant, voilà, donc je sais que c'est ça, etc. Chose importante, je sais que j'ai à changer la chaufferie, puisque la chaufferie, elle est à fioul, et que j'ai pas du tout envie de garder la cuve à fioul, ni de garder la chaudière à fioul. Donc, je sais que je vais changer la chaufferie. Donc ça fait vraiment partie des gros postes. J'ai les planchers aussi, donc il va falloir que pour les planchers bois, puisqu'il y a une certaine partie de la maison avec des planchers bois, qui soient poncés et vitrifiés. Pour les planchers en stratifié des années 70, je vais les changer. Donc je dois changer les stratifiés des années 70. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? J'ai une cuisine qu'il faut que je reprenne parce que elle est vieillotte, donc il faut que je la modernise d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc ça fait vraiment partie des travaux. Et puis j'ai aussi l'aménagement à faire, donc tout ce qui va être meublé, mettre des lustres au plafond ou des appliques au mur, etc. Donc je rentre chez moi, effectivement, j'ai calculé, regardé à peu près le chiffre d'affaires que je pouvais faire, et puis surtout je vais calculer les travaux, donc faire une estimation des travaux. Alors, j'ai déjà fait des travaux en 2019, j'ai une petite idée, il y a plein d'aides sur internet. Si vous mettez combien ça coûte combien ça coûte la peinture, vous allez avoir sur internet des évaluations. Si vous regardez combien ça coûte la faïence d'une salle de bain, vous allez avoir des évaluations. Par contre, attention, ne prenez pas le coût non posé, prenez le coût avec la pose, parce qu'effectivement, vous allez non seulement avoir des matières premières, mais vous allez avoir la pose qui va avec. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça pour savoir que c'est grosso modo de temps au mètre carré, etc. etc. Bon. Donc ça, première estimation, si ce n'est que il y a quelques postes sur lesquels j'ai à la fois des enjeux et à la fois pas forcément, enfin plus exactement suffisamment d'enjeux pour avoir besoin de les vérifier. Donc entre septembre et novembre, date à laquelle je vais faire ma proposition, je vais faire venir un certain nombre d'artisans pour
vérifier mes hypothèses parce que ce sont les postes à gros enjeux. Le poste à plus gros enjeux, c'est la peinture. Pourquoi? Parce qu'il y a une surface gigantesque de peinture et si je me trompe dans mon estimation de la peinture, si je mets 40 000 euros au lieu de 120 000 euros par exemple, je suis vraiment très très mal à l'arrivée. Donc j'ai quand même intérêt à ne pas me tromper sur l'estimation de la peinture. J'ai une deuxième chose sur laquelle je n'ai pas intérêt à me tromper, c'est l'estimation des fenêtres. Donc il y a en l'occurrence 26 fenêtres à changer. Donc il y a 26 fenêtres pour lesquelles j'ai fait faire un devis pour les changer. Et bien sûr, même si vous pouvez avoir le prix plus ou moins en tête de combien ça coûte une fenêtre à changer, d'abord ça dépend si elles sont simples ou moins simples. Quand c'est des fenêtres un peu basiques, vous en aurez peut-être pour 1000 ou 1500 euros. Très concrètement, là on a des fenêtres compliquées, à cintres, multiples, qui plus est qu'on ne va pas faire en PVC parce qu'on est dans une zone monument historique, vous avez l'église qui est juste en face, et donc il faut les faire à l'identique. Ça aurait pu être en alu, ça ne marche pas, donc en fait c'est en bois. Donc globalement, il me faut le petit monsieur des fenêtres qui vienne pour me faire un devis parce que j'ai besoin d'avoir le montant des fenêtres. Donc le montant des fenêtres parce que c'est à risque, le montant de la peinture parce que c'est un énorme budget très grand et donc il faut que je sache à peu près où on va. Le jardin que j'ai fait compter aussi, pourquoi? Parce que systématiquement j'oublie le jardin et en fait le jardin ça coûte assez cher. Tout simplement parce que c'est très lié à la surface et que la surface ça va très très vite. Donc vous faites un parking de 100 mètres carrés par exemple ou de 150 mètres carrés, peu importe, par rapport à 7000 mètres carrés de terrain, c'est vraiment un tout petit bout. Mais en réalité, quand vous avez, alors certes à dégager la surface, ça va, mais surtout à mettre des graviers ou à mettre un sous-bassement plus des graviers, très très vite, le prix du gravier, ça va très très vite, très haut. Donc j'ai fait venir mon terrassier que je connais pour lui dire, voilà, fais-moi un devis, que je sache à peu près et que je ne me fasse pas prendre comme d'habitude par mon montant d'extérieur. C'était un petit peu mes habitudes dans les projets précédents, donc là maintenant j'étais prudent. La chaudière, je n'ai pas fait venir, pourquoi? Parce que tout simplement, vous regardez sur internet le coût d'une chaudière, alors chaudière à gaz, chaudière électrique, vous savez très vite que sur une surface comme ça, vous en avez pour 30-35 000 euros. En fait, j'en aurais peut-être pour moins, mais en réalité, j'ai dû compter 35 000 euros, et donc je suis quasiment sûr d'être dans les bons créneaux. Et puis, autre personne que j'ai fait venir, autre artisan que j'ai fait venir, c'est la couverture. Pourquoi? Parce que mon charpentier donc, qui est venu, parce que entre la charpente est pourrie ou la charpente va bien, la toiture est pourrie ou la toiture va bien, même si visuellement ça avait l'air d'être plutôt correct, il fallait quand même que j'ai une vérification, parce qu'effectivement, une toiture à changer, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même négociation que si je n'avais pas la toiture. En l'occurrence, le couvreur est venu, m'a dit que la toiture, il n'y avait pas de problème. Son devis doit être de 6 ou 7 000 euros pour plein de petits trucs, démousser, mettre des pics à pigeons, parce que les pigeons ont du domicile à un certain endroit. Pour faire 3-4 bêtises, j'ai besoin pour changer les Velux, j'ai 2 Velux de toit. Bref, donc 7 000 euros, pas de problème. Et surtout, vérification que la toiture, la charpente vont bien. Chose ultra importante quand on achète une maison donc ou un immeuble. C'est-à-dire quand on a un bâtiment en entier, on vérifie surtout que la façade, là visuellement il n'y avait pas de problème, la charpente, la toiture vont bien. Donc les artisans que j'ai fait venir, c'est des artisans soit que je connaissais, soit que certains m'ont conseillé. Pour les fenêtres, c'était pas un artisan que je connaissais. J'ai tout simplement demandé au peintre en disant vous connaissez quelqu'un pour les fenêtres, il m'a dit ah bah oui tiens telle l'adresse, et donc effectivement j'ai fait venir cette personne qui me semblait tout à fait bien, et donc à l'arrivée j'ai travaillé avec, mais à la rigueur c'est pas ça le problème, puisque le problème c'est d'avoir un premier devis, donc d'avoir une personne qui se déplace et qui vous fasse un premier devis, même si après vous mettrez en concurrence, mais vous aurez un petit peu de temps après. Donc mes 4 devis m'ont permis de vérifier à la fois que ça allait bien, d'avoir une validation sur des postes importants. J'ai tous les autres postes à l'arrivée. Et donc, à l'arrivée, je peux chiffrer les travaux. Et je chiffre les travaux à 335 000 euros au global. C'est-à-dire que globalement, pour avoir une maison qui ressemble à ce que je veux, il va me falloir 335 000 euros. Donc, j'ai une maison qui aujourd'hui est à 700 000 euros. J'ai 335 000 euros de travaux, ce qui veut dire 1 035 000 si je ne la négocie pas. Et je ne parle pas des frais de notaire, 30 000 euros, 30-35, et des frais d'agence, on va dire 30 000 pour l'un, 30 000 pour l'autre, qui ça sont en plus du prix de la maison. Donc à partir de là,
eh bien, j'ai à faire une réflexion pour savoir quel prix je vais proposer. Comment je m'y suis pris? Eh bien, tout simplement, alors la première chose que je fais dans ces cas-là, c'est que je vais aller voir sur un site de type Meilleur Agent pour savoir qu'est-ce qu'il me propose en prix de maison. Donc, je vais voir Meilleur Agent. Vous avez à l'écran ce qui a été affiché. Et donc, je sais qu'une maison dans la commune dans laquelle je vais acheter est à peu près à 2500 € du mètre carré, avec des minimums qui sont 1400 et un maximum qui est 3000. Bon, c'est une évaluation. On ne va pas dire qu'on se dit, ok, je vais prendre ni le minimum, ni la moyenne. On est sur une évaluation, ça donne une idée. En réalité, ça dépend de l'état de la maison. Donc ça, bien évidemment, je considère que par exemple, 2500 ou 3000, c'est pour une maison travaux faits, donc en état, ou en assez bon état. Donc pas celle que j'ai là aujourd'hui, petit 1. Deuxièmement, je sais que, voilà, là j'ai un terrain de 7000 m², donc et avec une maison qui est plutôt sympathique, et probablement aussi un petit peu atypique, mais donc je ne vais pas être dans le minimum du marché qui doit correspondre à une maison Phoenix d'une centaine de mètres carrés. Donc, d'une manière ou d'une autre, eh bien, je suis sur une surface, important, de 390 m² à peu près. C'est la surface annoncée pour la maison. En réalité, elle est probablement un petit peu plus grande, il y a plus de choses, parce que les sous-sols en 2 mètres ne comptent pas, parce que les studios n'ont pas été comptés non plus dans la surface. Donc il y a plein de surfaces qui n'ont pas été comptées, mais si on compte juste le bâtiment principal, on est grosso modo à 390 m². Donc 390 m², je vais retenir un prix moyen de 2200 €. Ce qui va me faire, et on va voir que l'intuition rentre aussi en jeu, une maison qui devrait, sur le marché, se vendre en étant en bon état à 850 000 €. Donc ça, quand je dis que l'intuition rentre en jeu, c'est que bien évidemment, il y a le calcul. Donc, ok, j'ai vérifié, 1400, 3000, 2400 en moyenne. Si je prends 2200, on doit être à peu près dans les clous. Donc 2200, je vais multiplier par le nombre de mètres carrés, ça va me faire du 358 000 €, très exactement, 390 mètres carrés multiplié par 2200. Mais je connais aussi l'état du marché, je connais aussi le marché local, je sais que je suis en banlieue de Tours, mais dans une petite ville, et donc je me dis, attends, cette maison-là, si demain je l'achète comme ça, bien faite, relativement bien faite, je vais l'acheter combien? Et oui, 850 000 €, ça correspond à ce que je pense un acheteur va mettre. Bien évidemment, quand on est sur des maisons comme ça qui sont relativement atypiques, on ne va pas être sur le haut du marché, le plus cher du marché, parce qu'il y a peu d'acheteurs. Donc la négociation, elle est aussi un petit peu plus difficile. Et donc vendre cher est aussi un petit peu plus difficile. Mais c'est d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que sur tout ce processus de négociation, je pense que je n'ai jamais été que la seule acheteuse, acquéreuse qui s'est manifestée pour cette maison, parce qu'elle est quand même relativement atypique. Donc, voilà. Donc, je sais que 450 000 € c'est le prix hors frais de notaire, hors frais d'agence que je suis prête à proposer. J'ai 335 000 € de frais de travaux que j'ai chiffrés. Il reste donc, tadadam, 515 000 € pour la maison. Alors, 515 000 € pour la maison, est-ce que c'est trop bas? Est-ce que c'est trop haut? Bon, déjà, quand on regarde, on a quasiment 200 000 € en moins par rapport au prix. C'est-à-dire que le vendeur, lui, il est parti de l'idée qu'il va vendre à 700 000. Moi, je lui dis, attends mon grand, tu vas le vendre à 515 000. Donc, déjà, bien évidemment, moi, j'ai envie de l'avoir, cette maison. J'ai pas envie qu'elle me passe sous le nez. Donc, je ne vais pas faire une proposition trop basse. Je me mets aussi dans la tête du vendeur. Et si je me mets dans la tête du vendeur, je me dis, attends, si je propose en dessous de 500 000 €, ça risque d'être un petit peu compliqué pour le vendeur. C'est-à-dire que là, il va se dire, ah ouais, quand même, ça fait beaucoup. Donc, je me dis, si je reste dans les 500 et avec un 515, bon, je trouve que je suis à un prix correct par rapport au prix du marché et que ça peut être acceptable pour le vendeur. Donc, je vais effectivement proposer 515 000 €. Avant de faire la proposition, il reste une dernière étape. Il y a une autre chose que j'ai faite avant d'aller voir le vendeur et dire est-ce que je peux proposer 515 000. Donc 515 000, 1, je sais que c'est à peu près au coût du marché. 2, je sais que psychologiquement pour le vendeur, ça risque de passer. J'ai enlevé, donc j'ai bien fait une proposition frais d'acquéreur, enfin
Frais d'agence à la charge de l'acquéreur. L'agence m'avait confirmé que de toute façon c'était systématiquement le cas chez eux. Donc je sais que j'aurais à payer en plus, grosso modo 30 000 euros, mais c'est ok, ça c'est prévu. Et donc je vais à partir de là faire une autre étape qui est super importante, c'est calculer ma rentabilité. Calculer ma rentabilité pour savoir si à ce prix-là, je vais être dans les clous ou pas en rentabilité, en cash flow, etc. Donc vous avez à l'écran deux tableaux. Le premier, c'est donc pour calculer cette rentabilité, je vais partir de mon chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, je le connais. Enfin, je le connais, je peux le présumer puisque j'ai d'autres biens qui ressemblent, que je loue dans les mêmes circonstances, on pourrait dire comme ça. En tout cas, en location courte durée. Donc je sais que, grosso modo, si je suis extrêmement prudente, je vais pouvoir faire un chiffre d'affaires de 175 000 euros avec ce bien. Pourquoi est-ce que... Alors, j'ai décomposé le prix du week-end en fonction des saisons, ça augmente effectivement en fonction des saisons. Pourquoi je n'ai pas de prix basse saison? En théorie, l'hiver, c'est janvier, février, novembre, jusqu'à la mi-décembre, c'est de la basse saison, jusqu'à la mi-mars même, c'est de la basse saison. En réalité, pourquoi je n'ai pas de week-end basse saison? Si vous examinez de près, si vous figez la vidéo et que vous examinez de près le tableau, tout simplement parce que je vais avoir la piscine. Et donc la piscine fait qu'il va y avoir une surcote sur les week-ends de basse saison. Je ne vais absolument pas louer ce week-end le même prix que ce que je loue quand je n'ai pas de piscine. Un, j'ai des frais, je vais avoir à chauffer. Et deux, c'est une plus-value effectivement par rapport à l'offre que je propose aux visiteurs. Donc, je calcule mon chiffre d'affaires. J'enlève l'ensemble des charges, que là aussi je vais estimer en fonction de ce que je connais. Et si vous ne connaissez pas parce que c'est nouveau, il va quand même falloir à un moment donné les estimer. Donc il va falloir se mouiller. Donc peut-être en posant des questions, même si c'est un studio, en posant des questions, en disant au fait c'est tout électrique, combien tu payes par mois, que sais-je. En tout cas, il y a un moment donné, il va falloir effectivement estimer ces charges, au risque de se tromper. Peu importe, c'est votre calcul. C'est votre risque, c'est pour ça que l'immobilier, c'est aussi, entre guillemets, un petit peu risqué, dans le sens où on peut aussi se tromper dans les charges. Néanmoins, alors les charges, je ne sais pas, mais mon hypothèse de chiffre d'affaires est extrêmement basse, puisque sur l'année 2021-2022, et j'ai plutôt fait plus sur les gîtes que j'avais déjà, donc normalement l'hypothèse est relativement basse, mais on n'est jamais à l'abri d'un autre confinement ou de problèmes divers et variés. Donc, avec ça, je vais effectivement faire ce calcul de rentabilité. Je vais arriver au fait que la rentabilité est de 10% grosso modo. Donc, tout à fait OK. Attention, la rentabilité nette en location courte durée, faire une vraie différence entre la rentabilité brute et la rentabilité nette. Et quand quelqu'un vous dit rentabilité en location courte durée, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment vous vérifier que c'est ce qui reste une fois que les charges ont été payées. Pourquoi? Parce qu'il y a des charges de ménage, il y a des commissions, il y a de l'électricité qui est à votre charge, l'assurance est à votre charge, enfin tout est à votre charge en fait. Et donc c'est pas du tout la même chose. Beaucoup de chiffre d'affaires, mais à la fin, il ne me restera dans la poche, une fois que j'aurai payé toutes les charges et aussi alors, les mensualités d'emprunt, on va dire ça comme ça, il va me rester 65 000 euros dans les poches, donc j'estime qu'effectivement ça va. Si je me les verse en dividende, il va falloir encore enlever un petit peu, mais grosso modo, c'est OK, surtout pour quelque chose dont je ne vais absolument pas m'occuper. Donc, voilà pour cette proposition. J'envoie donc la proposition début novembre à mon acquéreur via l'agence, avec une date limite pour répondre. Donc la date limite étant un petit peu éloignée parce que j'ai affaire à un vendeur institutionnel, que je sais que ça va mettre un peu de temps, que c'est pas la peine de lui mettre le couteau sous la gorge. Et donc, je lui donne une date limite pour la mi-décembre. Donc, globalement, j'envoie mon offre en lui disant, voilà, j'ai cette offre, elle va être financée comme ça. Ma date limite, c'est pour que l'offre ne soit plus valable, c'est la mi-décembre. Et donc, je vous propose un prix de 515 000 euros. Ce prix, quand vous faites votre lettre, donc je l'annonce, je le justifie. Je le justifie par les travaux, donc tous les travaux les uns après les autres. Je le justifie effectivement en donnant le prix des différents travaux, en donnant le prix global des travaux, en disant ben voilà, on est dans un village, dans une petite ville dans lequel effectivement si on est au prix du mètre carré de 2200 euros, on est quand même tout à fait dans la moyenne du marché.
Donc, voilà quel est le prix que je vous propose. Maintenant, c'est vous qui disposez. Conclusion, conseil par rapport à cette négociation. Forcément, quand on va proposer un prix, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition. De l'intuition parce que c'est pas que du calcul. Et à un moment donné, il va falloir que vous vous mettiez à la place du vendeur. Et se mettre à la place du vendeur, c'est se dire qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui ne va pas passer. Des fois, si vous proposez 500, 2000 euros, ça sera mieux que 498 000 euros. Vous aurez perdu, entre guillemets, 4000 euros. Sérieusement, sur un montant comme ça, on aurait tendance à s'en ficher. Et le vendeur, peut-être, il va décider parce que vous lui aurez proposé 4 ou 5 000 euros de plus. Donc, on va se mettre à la place du vendeur. On va faire un petit peu de psychologie par rapport au vendeur. On va effectivement faire preuve d'intuition. On n'est pas obligé d'être toujours au minimum parce qu'à ce moment-là, on risque d'avoir un non. Bien évidemment, ça dépend de est-ce que vous avez envie ou pas d'avoir ce bien. Si vous en avez 25 et que c'est un bien parmi 25, c'est pas grave. Vous l'avez pas, c'est pas grave. Par contre, si c'est le bien que vous voulez parce que celui-là il vous intéresse, ok, il va falloir effectivement être peut-être un peu moins agressif par rapport au vendeur. Autre chose que je voudrais vous dire, c'est que jamais de la vie vous ne saurez si votre proposition est bonne ou pas. Donc peut-être que vous aurez pu proposer 100 000 euros en moins. Peut-être qu'il faut que je propose 100 000 euros en plus pour que ce soit accepté. Pour le coup, je vous donne la réponse la prochaine fois. Mais donc, pour l'instant, effectivement, voilà, c'est ma proposition, 515 000. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça ne l'est pas? Je n'ai pas la réponse et je ne le saurais pas. C'est le vendeur, quelque part, qui me donne la réponse. Et s'il acceptait à ce prix-là, j'aurais toujours le regret de me dire peut-être tu aurais pu faire plus faible. Donc, on n'a jamais le prix juste. Ça n'existe pas. Bien évidemment, dans tout ça, il y a aussi, donc, je l'ai dit, l'intuition, mais il y a aussi le calcul de rentabilité. Il y a aussi les chiffres. À un moment donné, si je ne m'appuie pas sur des chiffres, je pars sur des choses qui peuvent être extrêmement problématiques. J'ai tenu compte du vendeur, je savais qu'il serait long à décider, donc réponse pour le 15 décembre avec tous les calculs que je vous ai montrés dans cette vidéo. Vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce, vous actionnez la cloche si ça n'est pas encore fait, vous allez voir les épisodes précédents, vous vous abonnez à la chaîne parce qu'il y a aussi plein d'autres choses sur la chaîne, plein de vidéos d'enseignement, il y a aussi le projet précédent. Donc tout ça, allez-y, regardez, c'est du contenu gratuit offert qui va vous permettre de grandir au niveau de votre mindset et de votre capacité à passer à l'action et à investir dans l'immobilier. À bientôt! Résultat de la négociation dans la prochaine vidéo.